et ceux à qui on a pris les biens nationaux, il faut les réunir dans une unité. Il faut leur dire, et c'est ce que Bonaparte leur fait comprendre tacitement, il leur dit, écoutez, royalistes, vous avez perdu dans la Révolution, vous avez perdu un certain nombre de châteaux, ben on va s'arranger, on vous donnera des indemnités. Les nobles, ça ne vous regarde pas les nobles, hein. Eh bien, les nobles, ils ont perdu une partie de leurs droits féodaux. L'Église, c'est pas intéressant du tout, l'Église, on lui a pris ses biens, et les biens sont finis. Bon, elle ne la reprendra plus jamais. Alors, est-ce que vous ne comprenez pas, vous royalistes, que nous, les thermidoriens, nous représentons la meilleure force pour préserver vos propriétés, parce que nous avons l'appui des petites gens, parce qu'il y a les paysans derrière nous. Ces paysans qui ont pu acquérir quelques miettes des biens nationaux, mais qui surtout ont été privés des droits féodaux et de leurs dîmes, ces gens-là nous font confiance. La paysannerie, c'est 75, c'est 80% de la France. Par conséquent, eux, ils nous aiment, ils nous adoptent, nous les thermidoriens, et nous sommes beaucoup plus capables de protéger vos propriétés que vous ne le seriez vous-même si vous étiez les royalistes au pouvoir. Nous y sommes au pouvoir, nous les thermidoriens, et nous y resterons. Comprenez bien qu'on vous empêchera de passer. Jamais plus il n'y aura de royauté. Il y aura une royauté qui sera la mienne peut-être, mais vous verrez. Ce qui est important, c'est de constituer un front commun des nantis, un bloc des possédants, pour faire tenir tranquille cette cariatide, et nous la ferons bien mieux tenir tranquille que vous, parce qu'elle a confiance en nous. Voilà le plan de Bonaparte. Alors quand on voit M. Bainville, par exemple, ou M. Hanoteau, ou encore M. Madeleine, s'exciter en disant, ça c'est du Madeleine, Bonaparte apportait deux prodigieuses nouveautés. Et ces deux prodigieuses nouveautés, dit M. Madeleine, c'était l'ordre et c'était la confiance. Quel ordre? C'était l'immobilisation violente du désordre ancestral, la perpétuation de la machine à faire des riches avec le travail des pauvres. Et qu'est-ce que c'était la confiance pour Bonaparte? C'était la confiance des gens d'affaires. La confiance de ce petit groupe financier qu'il avait justement hissé au pouvoir, afin, comme je le disais en commençant, de pouvoir s'en donner à cœur joie. Il leur promettait non seulement la perpétuation, mais l'élargissement indéfini de leurs profits. C'est un vrai caïd. Hein. Le pouvoir que possède Bonaparte sur la France au début de l'année 1800, c'est un pouvoir que ni Robespierre, certes, ni même Louis XVI, ni Louis XIV n'ont jamais eu. C'est le maître de tout. Et il va quitter le Luxembourg pour aller passer aux Tuileries. Le Luxembourg, où le gouvernement était depuis quelques années, qui est le gouvernement républicain, et il va aller aux Tuileries, carrément aux Tuileries, comme était le gouvernement royal. Sa femme, Joséphine, quand elle était au Luxembourg, elle couchait dans le lit qui avait été celui de Barras, elle n'était nullement dépaysée. Maintenant, dans le lit de Marie-Antoinette, elle va être aux Tuileries, ça lui plaît beaucoup. Seulement, comme il faut maintenir pour le public la fiction républicaine, comme les gens ne s'aperçoivent pas que la République a disparu, qu'est-ce qu'on va faire? On va maintenir le calendrier républicain. Tant pis pour l'Église, les curés s'en passeront de leur sein. Calendrier républicain. Deuxièmement, les fêtes républicaines, il y en avait 4, on va en maintenir 2. Il y a 2 fêtes républicaines qui vont disparaître parce qu'elles ne sont pas convenables. Il y a le 10 août d'abord, le 10 août c'était la cariatide, c'est le peuple qui a remué, non, il ne faut pas mieux en parler. Puis il y a le 21 janvier 93, la mort du roi. Comme on veut se réconcilier avec les royalistes, pas question de maintenir ça. Mais on va en maintenir 2. Le 14 juillet, parce que le 14 juillet, c'est là où la bourgeoisie d'affaires a pris le pouvoir. Et d'autre part, le 1er Vendémiaire, c'est-à-dire le 22 septembre, fondation de la République. Troisièmement, comme il se trouve qu'à la fin de l'année 99, Washington est mort, et comme cette nouvelle est arrivée en France en janvier 1800, Bonaparte, républicain, décide qu'un deuil national sera porté, que les drapeaux auront un nœud de crêpe pendant 8 jours pour marquer la douleur du peuple français devant la mort du grand républicain Washington. Et le caïd est donc aux Tuileries, avec un pouvoir extraordinaire. Mais ce caïd sait parfaitement qu'il a des supérieurs. Ces supérieurs, c'est le groupe financier qui est derrière lui. Ces gens l'ont hissé, l'ont juché là où il est, pour qu'ils servent leurs intérêts. Et Cabanis, le fameux Cabanis de l'Institut, a même prononcé des paroles que le moniteur officiel, a enregistrées le 19 novembre, c'est-à-dire quelques jours après mai, paroles assez stupéfiantes, et que voici, et qui sont dans le moniteur. Veillons à ne pas attaquer l'opinion des capitalistes. Nous sommes dans la main, il a bien dit ça, Cabanis, nous sommes dans la main d'hommes qui n'ont pas toujours des intérêts conformes à ceux de l'État. Mais il va s'en apercevoir, Bonaparte. Le 24 novembre, il réunit dans son bureau, il était encore au Luxembourg, il réunit dans son bureau les principaux hommes d'affaires de Paris, enfin les principales maisons de négoce et de banques de Paris, et il leur demande, parce que les finances sont basses, il leur demande un emprunt de 12 millions. C'est pas grand-chose, 12 millions. Il s'aperçoit que ces financiers qu'il a autour de lui lèvent les sourcils. Enfin, comment on demande de l'argent? C'est l'État qui demande de l'argent, mais il y a Maldonne. Enfin, on vous a pas. Mais où vous êtes pour nous emprunter de l'argent? Vous êtes là pour nous permettre de faire de l'argent.
Alors, en principe, ils vont dire, mais oui, on va vous les donner, vos 12 millions. En réalité, ils en prêteront 3. Savez-vous à quel intérêt? À 20 et 24%. 20 et 24%. Donc, rien à faire du côté des banquiers tant qu'on ne leur a pas donné satisfaction. Le 6 février 1800, Bonaparte va voir ce qui l'attend. C'est une date, vous savez, le 6 février 1800. C'est la date pratiquement de la création de la Banque de France. Et dès que j'aimais ce mot, enfin Banque de France, il faut que nous-mêmes nous soyons convenablement impressionnés et que nous prenions une attitude de l'intérieur révérentielle. Il y a un monsieur, Gabriel Ramon, qui en 1929 a publié chez Grasset un ouvrage de luxe, vraisemblablement payé par la Banque de France, une histoire de la Banque de France, un in-quarto de luxe. Et vous y lisez, la création de la Banque de France doit être mise au nombre des institutions fondamentales du prodigieux empire napoléonien. Alors il faut bien que nous regardions ensemble ce que c'est que la création de la Banque de France. Le 6 février, M. Pergaud s'amène. S'amène avec un plan. C'est tout écrit, là, va lire une déclaration à Bonaparte, et voici les termes principaux de cette déclaration. À celui qui a contribué si puissamment à nous rendre, et avec tant d'éclat, les caractères d'une nation guerrière. Vous voyez, côté finance, on n'est pas tellement pacifique. Hein. Il appartient de faire connaître que notre nation, c'est assez joli de la part de ce Suisse, Pergaud, que notre nation est aussi appelée à se faire admirer et respecter par les effets d'une bonne économie politique. Libre par sa création, qui n'appartient qu'à des particuliers. La banque que je propose de créer, écoutez bien, ne négociera avec le gouvernement que lorsqu'elle y rencontrera ses convenances et le complément de ses sûretés. Néanmoins, cette banque s'appellera la Banque de France, mais elle ne sera à aucun degré une banque gouvernementale. Elle sollicite du Premier Consul la promulgation d'une loi qui, sans peut-être paraître s'occuper nominativement de notre établissement, consolidera son existence. Est-ce que vous avez compris? C'est une entreprise strictement privée. C'est un groupe d'hommes d'affaires qui vient demander à Bonaparte, parce qu'il est le chef de la France, le droit de mettre une étiquette fallacieuse sur leur maison. On mettra Banque de France pour faire croire à la clientèle c'est une banque au service de la France, alors que ça sera simplement leurs intérêts privés, mais comme il y aura Banque de France, vraisemblablement les capitaux afflueront. C'est le 6 que Pergaud fait cette proposition assez inouïe à Bonaparte. Le 13 février, Bonaparte acquiesce. Et même, il fait savoir à Pergaud qu'ils n'ont rien à craindre, parce que Pergaud a toujours peur que le gouvernement s'immisce dans cette banque de France. Toute intervention du gouvernement dans l'administration de la banque pourrait devenir pour elle une cause de discrédit, a dit très gentiment Pergaud. Vous voyez la manœuvre, hein. On déclare toujours que l'étatisme est épouvantable, et il faut à aucun degré que la banque paraisse une banque d'État. Seulement, en même temps, on s'adresse en douce et discrètement à l'État pour lui demander non seulement sa garantie, mais même son argent, comme vous allez voir. Le 25 février, c'est Bonaparte qui écrit une lettre extrêmement gentille à Lecouteux. Lecouteux, lui au moins c'est un Français, qui était du conseil d'administration de la banque, enfin de l'établissement qui allait se constituer sous le titre trompeur de Banque de France, et il écrit dans cette lettre du 25 février, votre établissement ne saurait douter de la bienveillance du gouvernement. Et il va prouver la bienveillance du gouvernement. 1. À l'égard de cette banque, établissement privé, il va faire ceci. Il va charger cette banque privée de payer les dettes de l'État et les pensions, les rentes et les pensions. Un versement d'État. Ça sera fait, pas gratuitement, vous pensez bien, elle prendra sa commission, mais ça sera cette Banque de France, c'est là où on ira payer, enfin retirer ces coupons de rente. Bon, 1. Deuxièmement, Bonaparte a établi pour le système des impôts quelque chose d'assez particulier que les livres disent peu, et que je tiens à vous dire avec précision. Il a créé des receveurs généraux qui sont en somme des gens qui prennent la suite des fermiers généraux de l'Ancien Régime. Ces receveurs généraux sont des gens qui vont collecter les impôts et qui, pour s'y retrouver, auront le droit de conserver par devers eux, pendant un certain délai, les capitaux qu'ils auront fait rentrer comme ça en faisant payer les gens. Ils vont avoir à leur disposition cet argent pendant 6 mois, 8 mois, 1 an, de quoi le faire fructifier. Mais comme, bien entendu, ces receveurs généraux doivent donner des garanties à l'État, ils donnent un cautionnement. Avant de faire les perceptions d'impôts, ils versent à l'État des cautionnements considérables, qui se montent à des quantités de millions. Eh bien, Bonaparte accepte de confier à la Banque de France la plupart des cautionnements des receveurs généraux. C'est-à-dire que l'argent de l'État, l'argent versé par les receveurs généraux à l'État, cet argent, Bonaparte le remet pour le faire fructifier personnellement à la Banque de France. Et troisièmement, en 1803, nous ne sommes qu'en 1800, mais je tenais à vous le dire maintenant, en 1803, Bonaparte acceptera que cette banque soit privilégiée au point qu'elle sera seule habilitée à faire du papier-monnaie. Et qu'il y aura garantie de l'État. À savoir que s'il y a un contrefacteur, il sera puni par l'État
Les galères, disait Bonaparte, non, ça ne suffit pas, dira Pergaud, la peine de mort. D'accord, d'accord. Le gouvernement, l'État français, au service de cette banque d'intérêt privé, décide que sera puni de mort le contrefacteur du papier-monnaie de la banque. Il y a un personnage dont je vous parlerai plusieurs fois, qui a écrit des mémoires d'un extrême intérêt. C'est Mollien, M-O-2-L-I-E-N, Mollien, qui a été très longtemps trésorier de l'empereur. Il a publié des mémoires, et je ne sais pas pourquoi aussi, je sais très bien pourquoi. Ceux qui sont si favorables à Napoléon parlent le moins possible des mémoires de Mollien. Parce que Mollien était un brave homme, un esprit libre, extrêmement conservateur, très réactionnaire, qui n'aimait en Bonaparte qu'une réapparition de la monarchie, mais qui ne concevait pas la gestion des finances de l'État comme les concevait Bonaparte. Alors, dans les mémoires de Mollien, auxquels je me référerai assez souvent, vous voyez la stupeur, mais l'ahurissement de cet homme devant ce que fait Bonaparte à l'égard de cet établissement privé. Au sujet des receveurs, vous savez, les cautionnements des receveurs qui sont remis entre les mains de la Banque de France, Mollien écrit, c'était sans doute la première fois qu'il arrivait à un gouvernement de donner de l'argent à une banque d'escompte pour exploiter un privilège lucratif, au lieu d'en demander à ses actionnaires pour prix de ce privilège. Mais ce n'est rien en comparaison de ce qui va se produire lorsque Mollien va apprendre que Bonaparte a décidé qu'il y aurait un papier-monnaie exclusif pour la Banque de France avec caution de l'État, avec punition de mort par l'État. Je lis, dans le souci de noter aux banques aucune source de profit, le premier consul va jusqu'à autoriser, au bénéfice de la banque dite de France, le partage d'une des premières prérogatives du gouvernement, celle de fabriquer une monnaie. Et en outre, la monnaie métallique que fabrique l'État lui coûte à lui, État, au moins le prix de l'or et de l'argent. Tandis que le privilège inouï accordé à l'établissement Pergaud, Mallet et compagnie consiste en ce que cette banque, pure association d'intérêts privés, aura le droit de fabriquer une monnaie qui ne lui coûte rien. C'est ce même Mollien, page 362 du tome 1 de ses mémoires, qui a une formule que je vais vous dire. Entre Napoléon et les gens de finance, la partie n'est pas égale. Le caïd est respectueux à l'égard de l'argent. Le caïd rampe, et il rampera toujours. Et je vais me permettre de vous apporter maintenant une citation peut-être un peu surprenante, une citation contemporaine. La citation d'un très grand écrivain français à propos d'un autre général, bien différent de Bonaparte, lui aussi très puissant, mais puissant jusqu'à telle limite que ce grand écrivain, si dévoué qu'il soit au dit général, a eu le mérite de marquer. Je terminerai sur cette citation que je vais lire lentement parce que je trouve qu'elle est d'un extrême intérêt, apportant un de ces éclairages qui ne viennent pas toujours du passé sur le présent, mais quelquefois du présent sur le passé. Bloc-notes de François Mauriac, 23 septembre 1966. Ce que le général n'a pas fait, et ce qu'il ne dépendait pas de lui de faire, c'est d'obliger à lâcher prise ses mains, ces quelques mains, oui, ce petit nombre de mains, qui tiennent les commandes secrètes de l'État, qui assurent les immenses profits de quelques-uns et qui font de chacun de nous les têtes d'un troupeau exploitable, exploité.